Alors, je me présente brièvement. Je m'appelle Yves Tremblay. Je suis directeur de recherche en hydrologie à l'IRD de Montpellier. Et je travaille depuis à peu près 15 ans maintenant sur la Méditerranée dans son ensemble et avec notamment un focus sur le Maghreb, puisqu'à l'IRD, on travaille principalement en collaboration avec des pays du Sud. Et si je suis ici aujourd'hui, donc c'est pour faire un petit aperçu d'ensemble sur l'état des connaissances de l'impact du changement climatique sur les risques hydrologiques. Alors, je vous présente des éléments tirés de différentes sources, notamment tirés de 2 rapports qui s'appellent le premier MEDEC, qui est un rapport sur un petit GIEC régional sur la Méditerranée, on va dire, et qui a l'avantage, ce rapport, vous verrez les références à la fin, d'être publié en anglais, mais aussi en français, en croate, en italien, en arabe, dans beaucoup de langues du pourtour méditerranéen, pour faciliter sa diffusion. Et un autre rapport auquel j'ai participé, c'est le rapport du GIEC sur la Méditerranée, donc qui est paru en 2021 dans le groupe 2. C'était la première fois que dans le GIEC, on avait un rapport dédié à la Méditerranée et dans lequel on a pu faire un état des lieux, un bilan, on va dire, beaucoup plus spécifique que dans d'autres chapitres, cette fois-ci centré sur la Méditerranée. Donc voilà, pour commencer mon exposé, en fait, juste pour figer un petit peu les esprits, on entend beaucoup dans les médias, la Méditerranée, c'est un point chaud du changement climatique ou un hotspot. Et pourquoi on dit ça? Et on peut voir l'illustration ici des 2 courbes en vert de l'augmentation des températures depuis 1880 au niveau du globe, de toute la planète, et en Méditerranée. Et on voit très bien qu'à partir des décennies 90-2000, la courbe de Méditerranée augmente à un rythme plus soutenu. Donc c'est pour ça en fait qu'on parle de point chaud pour la région de la Méditerranée, puisque les températures augmentent un peu plus rapidement qu'à l'échelle du globe. Et un autre point directement lié au premier, c'est qu'on entend souvent aussi, oui, les températures augmentent très bien, mais on a déjà eu des températures plus fortes dans le passé, il y a eu des âges glaciaires. C'est tout à fait vrai, mais si on replace ces évolutions de température sur le long terme, donc là on arrive jusqu'à 400 millions d'années, si je ne me trompe pas, on voit bien effectivement qu'il y a des fluctuations de température très importantes et plus importantes que la période récente. Sauf que l'homme, il arrive ici, en fait, dans la courbe. C'est-à-dire que l'augmentation de température qu'on commence à observer ici à partir des années 2000 et les projections qu'on voit jusqu'à 2100, on va sortir de la gamme des températures que l'homme a toujours connues depuis les plus anciennes civilisations, ici, la création de l'agriculture, etc. Donc, effectivement, c'est vrai qu'on a eu des températures beaucoup plus fortes, beaucoup plus chaudes, ou beaucoup plus froides, mais durant la période de l'existence humaine, enfin de l'humain, on atteint des gammes de valeurs qui sont complètement inédites. Alors, un des éléments que je vais prendre dans pas mal de diapos de mon exposé, c'est les résultats d'un gros projet qui s'appelle Explore 2, qui a été commandité par le ministère de la Transition écologique en France. C'est un projet sur 3 ans qui visait à faire un état des lieux sur ce qu'on sait sur l'évolution de l'impact du changement climatique sur l'hydrologie en France, et notamment sur les extrêmes. Et j'ai coordonné ce volet extrême, donc tout ce qui touche aux pluies intenses, aux crues et aux sécheresses. Et on parlait en introduction des besoins d'adaptation. Pour l'adaptation, c'est très important d'avoir un bilan, un état des lieux, non pas global, régional, les courbes que j'ai montrées tout à l'heure à l'échelle de la planète, mais d'avoir des données à l'échelle régionale, voire locale, à l'échelle de bassins versants, de villes, de communes, pour avoir les bonnes informations, pour dériver à partir de ces informations des politiques d'adaptation qui soient adaptées. Donc, dans cet exposé, je vais parler un petit peu de ce projet. Alors, c'est un projet vraiment très ambitieux. À ma connaissance, au niveau européen, il n'y a pas d'équivalent. Là, vous avez en fait la chaîne de modélisation qu'on a utilisée. Donc, on part de scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Ça, je pense qu'on pourra revenir peut-être plus tard après, mais ces différents futurs probables pour l'évolution de notre climat en fonction des activités humaines. Et à partir de ça, on fait tourner des modèles de climat globaux, régionaux, jusqu'à une échelle assez fine qui permet de reproduire les différentes particularités du territoire français, y compris la Corse, vous avez vu, et des modèles hydrologiques pour, in fine, avoir des scénarios, des projections hydrologiques sur tous les points que vous voyez ici. Et vous voyez que ça fait pas mal de points. On parle d'à peu près 3800 points de mesure, y compris sur pas mal de cours d'eau en Corse. Et vous voyez qu'on a ici une information qui va être très détaillée. On ne parle pas du tout là de l'Europe ou des grands bassins, la Loire, le Rhône. On parle vraiment jusqu'à des petits cours d'eau de quelques centaines de kilomètres carrés. Et donc, ça, c'est une carte qui résume. Alors, vous imaginez qu'il y a beaucoup de résultats derrière ce projet Explore 2. Mais voilà une carte qui résume de manière très schématique ce qu'on observe en France. C'est déjà une dichotomie nord-sud avec des débits annuels, donc tous les débits des cours d'eau qui tendent à baisser sur la partie sud de la France, alors qu'au nord, ce qui est marqué en rouge, on a plutôt une évolution incertaine et même des zones dans lesquelles on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Vous avez vu ici la région du Nord-Pas-de-Calais, etc., avec une forte interaction des nappes souterraines.
On a vu un exemple tragique, c'était il y a un peu plus d'1 an, les inondations dans le Pas-de-Calais. Et ça, en fait, la carte avec le rouge partout, enfin le marron partout, pardon, c'est l'évolution des débits l'été. Et là, par contre, on voit qu'il y a une forte robustesse des scénarios qui indique que globalement partout en France, y compris en Corse, on s'attend à une baisse très importante des débits en été. Alors nous, dans les régions méditerranéennes, ça pose pas mal de problèmes. Alors chez moi, à côté de Montpellier, on a le Cap d'Agde, vous devez connaître, c'est la plus grosse station de France balnéaire, avec plus de 300 000 personnes l'été, je crois. C'est la période où on a le plus besoin d'eau, en fait. Donc là, il va y avoir des conflits d'usage assez naturels entre la demande en eau pour l'agriculture, puisque quand il fait chaud l'été, on doit aussi des fois arroser, la demande pour le tourisme, donc vous voyez bien les impacts très importants. Et parmi les autres résultats marquants, mais ça on s'y attendait un petit peu malheureusement, c'est une forte diminution de la couverture neigeuse sur les massifs, qui induit en fait une modification du régime hydrologique. Dans les bassins, on avait une fonte nivale au printemps. On a peu à peu un remplacement de cette onde de débit du printemps par des débits plutôt liés à la pluie. Voilà, donc ça c'est ce qu'on peut dire sur... Alors je vous ai sorti les résultats sur la Corse, vous avez la liste, mais vous aurez peut-être la présentation disponible après pour... il y a notamment le Tavignano qui passe ici à Corté. Donc ça, c'est les données que j'ai extraites en fait d'Explore 2 sur la Corse et que je vais vous présenter tout à l'heure dans les différentes parties de mon exposé. Donc là, à partir de là, je vais parler de 2 grands aspects principaux qui sont en lien direct avec cette journée d'aujourd'hui. C'est quel est l'impact du changement climatique sur les pluies extrêmes et les crues. J'ai mis entre parenthèses les crues parce que vous allez voir qu'il y a encore pas mal de challenges à ce niveau-là pour comprendre ce qui se passe. Et sur une deuxième partie, je vais partir sur les sécheresses qui sont un enjeu important, avec notamment 2 années 2022 et 2023 où on a vu la France impactée très fortement par ces épisodes. Alors, sur les crues, vous avez des images ici catastrophiques de plusieurs crues méditerranéennes. Ici, on était dans l'Aude en 2018. Là, on est dans le Gard. Ici, c'est Nîmes 88, si je ne me trompe pas. Donc, on connaît tous ces images catastrophiques qu'on a vues en plus récemment à la télévision sur Valence, avec, je crois, plus de 300 morts maintenant, cet épisode-là. Alors, je présente toujours cette étude-là. Et je me suis fait la réflexion avant de venir ici qu'il manque quelque chose. Et je pense que tout le monde dans la salle va le voir. C'est que là, c'est une étude qui est soi-disant la référence sur l'évolution des pluies extrêmes en Méditerranée. Et en fait, il manque la Corse. Alors qu'en théorie, on aurait pu faire cette étude sur, alors un peu moins de stations, mais il y en a quand même beaucoup de stations météo de Météo France en Corse. Et alors, avant de venir ici, j'ai regardé plusieurs études d'autres collègues plus récentes que celle-là. Et toujours pareil, il n'y a que la partie arc méditerranéen français. La Corse n'est pas incluse dedans. Ce qui est un petit peu dommage. Mais en tout cas, les conclusions tirées de cette étude sont les mêmes qu'on pourrait trouver sur les stations en Corse. C'est que globalement, alors vous voyez, le réseau est très dense. On parle de plus de 700 stations météo ici. Et les points rouges, c'est 150 stations, donc des pluviomètres de Météo France qui mesurent la pluie tous les jours depuis plusieurs décennies. Et en fait, ce qu'on observe sur cet ensemble de stations, c'est globalement une augmentation des maximums annuels de précipitations. Donc quand il pleut, en moyenne, il pleut un peu plus fort. Et on estime à peu près 15 à 20% d'augmentation, en tout cas sur ces données-là. Et pour certaines régions, une augmentation du nombre d'épisodes de pluie intense et une augmentation des surfaces touchées. Alors, cette conclusion qui est obtenue ici sur l'arc méditerranéen français, en fait, elle est assez globale au niveau de la planète. On observe globalement plus fréquemment des augmentations d'épisodes de pluie intense qu'une diminution, mais il y a des différences selon les régions. Par exemple, au Maghreb, on n'aurait pas ce type de carte. Et là, donc ça, on parle vraiment des données observées. Hein, ces données sur plusieurs décennies. On regarde les tendances passées, donc c'est de l'observation. Maintenant, si on passe sur le volet simulation, projection au climat futur, donc là avec des modèles de climat et des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Donc là, vous voyez cette étude, et là, vous avez vu, il y a la Corse dessus, puisqu'il y a toute la Méditerranée. Et donc ça, c'est une étude qu'on a faite il y a quelques années maintenant, pour montrer en fait que ces tendances qu'on observe sur les précipitations observées dans le passé, en fait, elles se continuent dans l'avenir, et quel que soit le scénario d'émissions de gaz à effet de serre. Et on a observé notamment cette dichotomie assez forte, avec dans tous les bassins du nord de la Méditerranée, donc la France, la Corse, la Sardaigne, l'Italie, la côte adriatique, on a une augmentation de ces pluies intenses, quel que soit le scénario. Donc ça, c'est un scénario d'émissions, on va dire presque optimiste, on va dire avec une stabilisation des émissions. Et là, c'est le scénario le plus pessimiste. Mais dans les deux cas, on voit du rouge un peu partout sur la partie nord, ce qui indique que les pluies extrêmes vont continuer à augmenter. Et on a un contraste assez fort, puisque vous voyez sur le sud de la Méditerranée, dans du bleu, le bleu indique une diminution. Alors là, on pourra discuter plus tard éventuellement si ça vous intéresse, mais c'est lié à des propriétés de la dynamique de l'atmosphère, des changements de circulation qui induisent moins d'eau disponible pour ces épisodes précipitants intenses. Voilà. Et donc là, je ressors, donc pareil, là c'était l'image sur toute la Méditerranée.
Là, si on fait un petit zoom sur la France métropolitaine dans Explore 2, donc ces simulations, haute résolution, etc. Alors là, j'ai fait exprès de ne pas mettre la Corse tout seul, de montrer toute la France, parce que c'est vraiment à l'inverse sur certaines variables, comme on a vu précédemment, les débits d'étiage en été, etc. Là, sur les pluies intenses, on a un signal très robuste, très marqué, et sur toute la France. Vous voyez, il n'y a absolument aucune zone de bleu, ou alors vraiment des zones très très claires qui indiquent plutôt pas trop de signal. Mais globalement, quel que soit le scénario, donc là, un scénario le même, RCP 4.5, RCP 8.5, scénario plutôt vers une stabilisation des émissions, et scénario ici vers une augmentation encore très forte des émissions pour deux horizons temporels, 2041-2070, 2071-2100. Donc là, horizon plutôt proche, horizon plutôt lointain. On voit qu'on a du rouge partout. Et ici, alors je ne pense pas qu'on voit très très bien. Et dans les scénarios pour la France, on table sur plus 20 à plus 30% d'augmentation de ces épisodes de pluie intense. Donc là, on voit vraiment qu'il y a un signal très marqué et qui, là encore, est cohérent avec ce qu'on observe dans beaucoup de régions, alors en Europe et dans le monde globalement. Alors ensuite, c'est pour ça que j'avais mis entre parenthèses tout à l'heure l'aspect cru, puisqu'il faut faire très attention quand on parle de ce signal-là, donc l'augmentation du signal sur les pluies intenses. Ça ne veut absolument pas dire que derrière, on aura des crues plus fréquentes. Alors vous allez me dire, c'est quelque part contre-intuitif comme commentaire, mais il faut bien comprendre que face à cette augmentation des pluies intenses, les pluies rencontrent différents types de surfaces au niveau du sol. Alors le cas le plus simple, c'est des surfaces imperméables, ça c'est une rue de Montpellier, je crois, où si on augmente la pluie sur ce type de surface bétonnée, mécaniquement, on augmente le ruissellement. Et donc là, oui, on peut dire que les pluies intenses vont augmenter de plus en plus le risque de ruissellement en milieu urbain et périurbain. Par contre, si on parle de sol alors, naturel, entre guillemets, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de sols naturels en France ou alors en Corse, peut-être vous êtes très préservés dans certains endroits, mais globalement, faire attention avec ces sols naturels, puisque c'est des sols qui ont été anthropisés, travaillés, modifiés par les cultures depuis des milliers d'années. Ou des sols cultivés. Vous avez des beaux exemples de vignes là, avec des surfaces très érodables puisqu'on a bien désherbé entre les rangs. Donc on va bien comprendre ici que face à l'augmentation des pluies intenses, on ne va pas du tout avoir une réponse univoque, identique selon les différents types de bassins. Alors c'est ce qu'on voit ici. Ça c'est une étude de référence, hein, c'est publié dans Nature en 2019. C'est le bilan de ce qu'on sait de l'évolution des crues en Europe, donc des crues fluviales. Hein, c'est les cours d'eau qui débordent. Ce ne sont pas les crues urbaines liées à des ruissellements. Et en fait, ce qu'on observe globalement, alors c'est déjà un patchwork assez étonnant par région, mais globalement, plutôt dans les zones de la Méditerranée et de l'Europe centrale de l'Est, on a plutôt une diminution des crues. Et ça, c'est plutôt paradoxal, puisqu'on a vu que globalement, les pluies intenses tendent à augmenter beaucoup dans beaucoup de régions. Et ça, voilà, ça montre bien en fait qu'il y a une déconnexion assez forte entre le signal sur les pluies intenses et le signal sur les crues pluviales. Alors, j'ai mis plein d'éléments ici qui sont repris dans l'article. Je ne vais pas tous les reprendre ici, mais juste pour expliquer que c'est compliqué, puisqu'il y a des effets d'atténuation des crues. Par exemple, si on met des barrages, etc., mécaniquement, on va pouvoir stocker de l'eau et réduire l'impact des pluies intenses sur la transformation en crue. Il y a les impacts de changement d'occupation du sol. Si au cours du temps, par exemple, on passe de surface agricole à une forêt naturelle, on va tout à fait modifier le mécanisme de ruissellement. Donc voilà, c'est juste pour illustrer que ce n'est pas du tout une relation simple entre pluie intense et crue fluviale. Et là, j'ai sorti donc les résultats du projet Explore 2, les projections futures pour les crues en Corse. Donc vous voyez le même type de graphique avec les deux scénarios RCP 4.5, RCP 8.5, les deux périodes de projection future. Alors là, on a globalement un signal moyen à la hausse sur la Corse. Vous voyez les petits points, toutes les couleurs sont plutôt dans les dégradés bleu-vert. Et alors, ça, c'est le signal moyen multimodèle. Imaginez ici, vous avez derrière cette simulation-là 17 modèles de climat. Et j'ai regardé, au maximum, en fait, sur ces 17 simulations, vous avez 3 ou 4 simulations qui donnent une tendance à la hausse. Donc vous allez me dire, est-ce que 3 modèles sur 17, est-ce que c'est un signal robuste? Ou est-ce que finalement, c'est de l'incertitude? On parle beaucoup de données aujourd'hui, je crois, etc. Je pense qu'au niveau statistique, ça n'a pas beaucoup de valeur. Et effectivement, si on passe à un autre indicateur qui est la convergence des différentes simulations, donc là, grosso modo, pour résumer, on a sur la carte le pourcentage de simulations qui indique une augmentation des crues dans le futur. Donc ça, c'est une crue, pour donner un peu le détail, de période de retour 20 ans. C'est une crue assez rare qui aurait une probabilité d'arriver chaque année de 5%. Et en fait, là, on voit tout à fait une carte différente que la précédente. Vous voyez ici une tendance sur la moyenne à la hausse. Mais ici, la convergence est très, très faible. Vous voyez, tous les points
sont dans des couleurs ici très proches du blanc. Ça veut dire en fait il n'y a aucune cohérence sur les scénarios futurs sur les crues. Et ça, encore une fois, ce qu'on observe en France, on l'observe en Corse, on l'observe sur quasiment toute la France et au niveau mondial dans la plupart des études. Donc le message, c'est que les scénarios pour l'instant dont on dispose sur les crues ne sont pas vraiment fiables. Et il y a beaucoup de raisons à ça. C'est que déjà, là, on parle de pas de temps journalier. Je pense que vous avez tous dans la salle vu une crue se dérouler en Corse. Je ne suis pas certain que la crue dure pendant 3 semaines où on n'est pas dans l'Amazone, on n'est pas dans la Seine, etc. C'est des petits bassins versants qui réagissent assez rapidement à une impulsion de pluie intense. Et donc les modèles qu'on utilise là sont probablement pas adaptés en fait pour tirer cette conclusion-là. Donc maintenant, on dispose de modèles à plus haute résolution spatiale et temporelle qui travaillent à l'échelle du kilomètre. Donc on a le modèle AROME, par exemple, en France, qui tourne aussi sur la Corse, à 2 km de résolution au pas de temps horaire, et qui vont permettre peut-être d'améliorer et d'affiner ces scénarios. Voilà. Et dernier aspect sur les crues. Donc là, plutôt un élément de discussion qu'on reprendra peut-être ultérieurement dans la table ronde et au-delà. Qu'est-ce qu'on fait en fait pour limiter les dégâts des inondations? Alors à la fois des inondations par ruissellement en milieu urbain, mais aussi les débordements de cours d'eau. Donc là, j'ai mis quelques exemples. Je n'ai pas de parti pris, hein. J'ai juste mis à l'écran ce que les gens font dans la pratique pour s'adapter. Après, derrière, ce sont des choix de société, puisque donc il y a l'option des barrages, c'est très bien, ça c'est le barrage Hoover aux États-Unis. On a vu aussi un exemple tragique de barrage récemment en Libye, le barrage de Derna. En fait, on a une crue catastrophique en termes de dommages humains. Je crois qu'on est atteint les 5000 morts avec la dernière estimation. Et en fait, l'épisode qui était à l'origine de cette inondation, ce n'était pas un épisode catastrophique. On était de l'ordre de 300 à 400 mm de pluie. Dans les Cévennes, on est déjà arrivé à 900 mm avec quasiment aucun mort, enfin, pas des dommages aussi catastrophiques. Et en fait, ce qui s'est passé en Libye, c'est un barrage qui s'est effondré, en fait. Et c'est ça la vraie cause du dommage humain derrière. Donc là aussi, on a parlé tout à l'heure du lien entre pluie extrême et crue. En termes de dommages liés aux inondations, et on a vu un exemple aussi dramatique à Valence, c'est qu'il y a l'aspect aléa, donc la pluie qui tombe, le débit qui ruisselle, très bien, et ensuite l'aspect vulnérabilité et préparation face à ces épisodes. Alors, on discutera peut-être de l'épisode de Valence tout à l'heure, mais là encore, il est apparu que peut-être l'épisode de Valence, qui avait été très bien prévu par la météo espagnole, peut-être il y a eu un déficit en termes de communication de cette alerte et de prise d'action en termes de fermeture de route, etc. Donc voilà, premier aspect, les grands barrages. Et puis maintenant, il y a plusieurs mesures qui commencent à devenir très populaires, tout ce qui touche à la désimperméabilisation des sols. Donc c'est effectivement rendre toutes les surfaces imperméables des villes un peu moins imperméables, en facilitant le ruissellement lent, c'est-à-dire en ralentissant les écoulements, et aussi en favorisant localement la réinfiltration locale, comme vous voyez ici, avec un parking qui est enherbé, donc qui permet à l'eau de stagner et de s'infiltrer. Et aussi des mesures un peu plus techniques locales, comme des bâtards d'eau autour Alors, j'avais jamais vu ça, mais je trouve ça intéressant, la maison encerclée avec les boudins gonflables autour et ces digues autour de cours d'eau. Voilà. Et je rappelle une solution, en fait, quand même la moins chère, c'est que, logiquement, ne pas construire en zone inondable, c'est la meilleure option. Mais il faut prendre en compte que les inondations qui touchent des zones inondables, en fait, ces zones inondables, elles sont habitées depuis des fois des périodes très très longues. Et c'est quand même difficile de faire bouger les gens comme ça d'un claquement de doigts. Deuxième volet très important en Méditerranée, c'est l'impact sur les sécheresses. Alors, dans le rapport du GIEC sur la Méditerranée, on a clairement mis en conclusion que le risque majeur sur la Méditerranée dans le futur, ce n'est pas l'augmentation des crues, c'est bien l'augmentation des épisodes de sécheresse, qui là, par rapport au signal qu'on a vu précédemment sur les crues, vous allez voir ici, sur les sécheresses, il est beaucoup plus marqué, beaucoup plus robuste, et c'est malheureusement des tendances de long terme. Alors, on connaît tous les impacts des sécheresses sur la végétation. C'est-à-dire que même des arbres soi-disant très résilients à la sécheresse, comme les oliviers, peuvent mourir en conditions de sécheresse. Cette image ici qui montre l'assèchement des cours d'eau, donc qui deviennent intermittents, ou encore ici les nouveaux trémas de barrages, et bien sûr les feux de forêt ici, qui sont des conséquences très classiques et malheureusement récurrentes des sécheresses. Alors, j'insiste sur un point un peu théorique, c'est qu'on insiste beaucoup sur la précipitation, l'évolution des précipitations en Méditerranée. Alors récemment, on a fait une étude avec une quarantaine de collègues méditerranéens pour faire l'étude la plus large sur l'évolution des pluies dans tout le pourtour méditerranéen. On a utilisé pour ça 17 000 pluviaux, donc c'est quand même assez conséquent.
Et l'étude, donc, qui est en cours de révision dans un journal de climat, montre en fait qu'il n'y a pas de tendance sur les pluies en Méditerranée. Donc c'est un peu là aussi contradictoire. On se dit que les sécheresses deviennent de plus en plus fréquentes, dans les scénarios futurs aussi. Mais en fait, regarder uniquement le signal sur les pluies, ça induit en erreur, puisque le vrai mécanisme de l'augmentation des sécheresses en Méditerranée, c'est l'augmentation des températures qui induit une plus forte évapotranspiration, donc une évaporation de l'eau et une transpiration par les plantes. Et si on imagine comme ça un bout de sol, comme imaginez un seau, un réservoir, en fait, même si la quantité de précipitation reste grosso modo la même, avec peut-être une variabilité d'une année sur l'autre plus importante, en fait, si l'évaporation augmente, et bien, mécaniquement, le stock en eau diminue graduellement dans le sol, ici représenté sur un truc schématique. Et en fait, on estime, par exemple, sur Montpellier, j'avais calculé, l'augmentation de l'évapotranspiration, c'est 300 mm en 50 ans. Donc, il y a 300 mm d'eau qui est évaporée en plus par rapport à une pluie annuelle chez nous à Montpellier de l'ordre de 600 à 900 mm par an. Donc, c'est des grosses quantités d'eau. Et ça veut dire que même si on ne touche pas aux pluies, si les pluies restent les mêmes, l'augmentation de la température augmente l'évaporation et la perte de l'eau dans l'atmosphère. Alors, l'eau n'est pas perdue pour tout le monde, hein. Elle va se redistribuer à l'échelle des continents et pleuvoir ailleurs. Et donc là, si on regarde sur toute la Méditerranée un indicateur de sécheresse intégré qui inclut à la fois les pluies et l'évapotranspiration, on voit qu'on a pas mal de zones dans des déficits hydriques, ici, dans des couleurs plutôt marron. Donc notamment le Moyen-Orient, notamment la Grèce, notamment tout le sud de la France, la partie sud de la Corse, et l'Italie, et peut-être le point le plus critique est le Maroc, ici, dans le nord de l'Afrique. Donc là, c'est les tendances observées. Et là, on peut dire qu'on a un signal assez robuste et marqué vers une augmentation de la récurrence des sécheresses dans beaucoup de régions de Méditerranée. Et là, donc ça, c'est pareil que tout à l'heure sur les pluies extrêmes. Ça, c'est le bilan. C'était la tendance sur des données d'observation. Donc là, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de modèle. Par contre, si on fait cet exercice-là sur des modèles avec des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, donc là, j'avais fait cette étude il y a quelques années avec 2 durées de sécheresse, des sécheresses courtes, 6 mois, et des sécheresses très longues, 48 mois. Donc là, ça devient des sécheresses très problématiques. En passant, c'est exactement ce type de sécheresse qu'on a en ce moment dans les PO, Pyrénées-Orientales, et qu'on a aussi depuis quelques années côté espagnol en Catalogne. Et donc là, on avait sorti les scénarios sur les sécheresses pour différents niveaux de réchauffement. Alors, plus 1,5. Alors celui-là, on va l'oublier. Je pense que l'accord de Paris, c'était l'histoire ancienne. Et maintenant, la TRAC, donc la trajectoire d'adaptation au changement climatique en France, on est parti sur plus 4 degrés. Donc c'est plutôt beaucoup. Donc voilà, différents niveaux de réchauffement, 2 degrés, 4 degrés. Et en fait, vous voyez, les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. En fait, le rouge signale une augmentation du risque de ces sécheresses. On a dans les 2 cas du rouge à peu près partout. Et notamment, et ce qui est quand même assez dramatique, sur les sécheresses longues, puisque c'est les sécheresses de manière pluriannuelle qui ne permettent pas en fait au sol de se régénérer, par exemple avec les pluies hivernales, etc. Et dans le rapport du GIEC, on a indiqué voilà, baisse des ressources en eau, baisse des rendements agricoles, mais là aussi c'est des chiffres très macro. Quand on parle de moins 5 à moins 70%, vous dites ça à un gestionnaire, il va rigoler, il va dire mais c'est pas sérieux votre histoire, c'est pas assez. Donc d'où l'intérêt de passer de ces scénarios, de ces cartes à une échelle très globale, très régionale, avec des scénarios beaucoup plus localisés à l'échelle des régions, des bassins, beaucoup plus proches de la gestion et du coup qui peuvent adapter, enfin, qui permettent de mieux générer des politiques d'adaptation efficaces. Alors là, j'ai repris ce même type de carte, cette fois-ci sur la France. Encore une fois, Explore 2. Maintenant, vous reconnaissez le petit logo en haut à droite. Donc là, ce que j'ai sorti, c'est des cartes sur les sécheresses météo, donc les déficits de précipitation seulement, et les sécheresses du sol ou les sécheresses agronomiques, qui sont, elles, la combinaison, comme j'ai montré tout à l'heure, du déficit, enfin de la précipitation et des températures, et donc du signal sur l'évapotranspiration. Et ce qu'on observe, donc globalement, ici, l'échelle de couleur ne montre que des augmentations. Donc déjà, il n'y a aucun endroit en France où on n'a aucune projection qui donne une diminution du risque de sécheresse. Et ça, c'est un résultat quand même assez dramatique et marquant. Et en fait, ce qu'on observe globalement, c'est que, alors sur les pluies, il n'y a pas un signal très très fort en hiver. Il y a quand même un signal à la baisse, mais quand même très modéré. Par contre, sur la moitié sud, on voit apparaître des choses en été, à la fois sur les sécheresses météo et surtout sur les sécheresses du sol. Là, vous voyez qu'on est partout dans des couleurs très très élevées en France. Et en faisant des petits calculs donc, sur la récurrence des épisodes de sécheresse qui normalement se produisent en moyenne une fois tous les 10 ans,
Dans ce scénario-là, donc fin de siècle, scénario d'émission assez pessimiste, on est de +3 à +6 fois de récurrence de ces épisodes-là. Donc vous voyez qu'on est sur un signal beaucoup plus marqué que tout à l'heure sur les crues, par exemple. Et donc là, pareil, j'ai sorti... Alors là, on parlait des sécheresses météo, déficit de pluie, des sécheresses du sol, déficit en eau dans les sols. Là, j'ai sorti les résultats pour les sécheresses hydrologiques, qui est en fait le niveau bas, les étiages sévères dans les cours d'eau. Donc c'est typiquement pendant la période estivale. Et donc là, pour les cours d'eau que j'ai extraits de la base sur la Corse. Et donc là, pareil que tout à l'heure, là, c'est le signal moyen. Donc ici, le signal moyen, on voit qu'on partout, on a une diminution assez forte des débits d'étiage. J'ai calculé entre -20 et -40%. Donc c'est l'eau disponible pendant la saison d'été. Donc ça, c'est le signal moyen. Et si on regarde cette fois-ci la convergence entre les modèles, rappelez-vous tout à l'heure la carte sur les crues, on avait du bleu mauve, enfin des couleurs très très légères. Là, c'est vraiment l'inverse. On a beaucoup de marron. Donc marron, on est sur des valeurs quasiment 80% des modèles qui indiquent une baisse. Donc vous voyez la dichotomie entre le signal qu'on a vu tout à l'heure sur les crues et là maintenant sur les sécheresses. Autant sur les crues, il n'y a pas vraiment de conclusion marquante. Autant sur les sécheresses, oui, tous les signaux ou presque convergent vers une augmentation assez marquée des sécheresses au niveau météo, mais surtout au niveau du sol et encore plus au niveau hydrologique. Alors, quelle solution ? Je pense que vous avez reconnu la bassine en haut à gauche. L'idée, ce n'est pas du tout d'ouvrir un débat ici. Pareil sur les crues, là, je montre en fait des solutions d'adaptation et ensuite, derrière, des choix de société, derrière, sur quelle solution on va prendre. Donc j'oppose ici des solutions d'ingénierie lourde, des grosses bassines, un peu tout à l'heure à l'image des grands barrages. Et puis ici, les images que j'ai prises en fait, dans différents pays du Maghreb, notamment des petits systèmes d'irrigation collinaire, des petites retenues comme ici, des systèmes qui vont distribuer l'eau à des échelles locales. Et en fait, il y a à côté de ces grosses solutions d'ingénierie qui sont des constructions de barrages, des constructions de bassines, etc., avec tous les débats de société qu'on peut imaginer derrière, en fait, il faut imaginer qu'il y a aussi beaucoup de solutions de petite échelle qui visent là encore à ralentir l'écoulement le long des parcelles, qui visent à des stockages locaux à l'échelle de la parcelle, à l'échelle de l'exploitation agricole, et qui sont peut-être beaucoup plus utiles et beaucoup plus résilients que ces solutions, on va dire, très macroéconomiques. Et j'ai mis cette phrase. Alors, j'ai participé notamment dans le département de l'Hérault je les ai suivis pour mettre en place leur stratégie d'adaptation au changement climatique vis-à-vis de la ressource en eau. Et j'ai beaucoup entendu ce discours en fait, de dire finalement, s'il y a moins d'eau, on va arroser plus. Et vous imaginez tout de suite le quiproquo qu'il y a dans cette affirmation. C'est que l'eau, très bien, on va arroser plus, mais où est-ce qu'on la trouve ? Voilà, ça c'est une autre question. Voilà, donc juste pour lancer des pistes peut-être pour la discussion tout à l'heure de la table ronde et des questions ultérieures. Et je vais finir là-dessus, donc un peu de pub entre guillemets sur ce projet Explore 2, parce que je répète, c'est une initiative assez unique et dont le but n'est pas du tout de faire un joli projet de recherche qui reste sur les étagères dans les universités. Donc il y a une série de rapports qui ont été publiés sur les projections souterraines sur la France, évolution des régimes hydrologiques en France, projection Explore 2 incertitude, scénario hydrologique, ça c'est moi qui me suis collé ça. Tout est disponible en accès libre, donc à la fois les rapports, toutes les données qu'il y a derrière. Donc il faut imaginer tous les points de simulation qu'on a vus tout à l'heure, 4000 cours d'eau, 80 simulations climatiques, 8 modèles hydrologiques, donc il y a beaucoup de données. Et des supports vulgarisés pour que tout un chacun puisse, par exemple, aller récupérer ici le Tavignano. On récupère une fiche station et on a de manière assez synthétique les différents scénarios. Alors j'ai pris qu'un exemple ici, vous avez beaucoup plus de figures. Et une notice d'explication de comment on lit ces graphiques-là. Et ça, c'est vraiment destiné à ce que les gens s'approprient ces résultats. Donc ça, c'est disponible sur 2 portails. DRIAS, c'est la partie climat, et DRIAS Eau, la partie hydrologique. Une interface en cours de réalisation qui est une interface graphique qui va vous permettre d'aller cliquer sur la carte et de récupérer les fichiers qui vous intéressent. Et aussi un MOOC, alors c'est tout ce qui est cours en ligne qu'on a fait pour que les gens puissent... avec ces supports, avoir aussi de la formation en ligne sur c'est quoi un modèle de climat, c'est quoi un scénario climatique, c'est quoi un modèle hydrologique et comment on a fait ces scénarios. Voilà. Et je vais finir là-dessus. Je crois que j'ai mis aussi... Voilà, j'ai aussi cité les 2 rapports que j'ai mentionnés en introduction. Le rapport MEDEC, ici, qui est disponible en ligne et dans différentes langues, donc ça c'est intéressant. Et le fameux rapport du GIEC sur la Méditerranée, qui lui est disponible malheureusement qu'en anglais. Voilà.
Antoine Orsini, hydrobiologiste dans cette université. D'abord, merci pour la pédagogie dont vous avez fait œuvre. Quand on parle de courbes, bon, vous avez été au top. Au milieu de toutes ces roses, il y a une épine. Quand vous avez parlé de solutions, vous avez commencé que des solutions de stockage. Il y a des solutions d'économie d'eau, mais je suis d'abord pour l'économie et après le stockage. Donc voilà, mais c'était pour vous féliciter et je valide tout ce que vous avez dit et vous avez fait le focus sur la Corse. On retrouve tout. Toutes vos courbes. Et donc, j'irai voir un peu les rapports que vous avez faits. Bon, les rapports du GIEC, je vous connaissais, pas au GIEC, mais d'autres rapports. En tout cas, merci. Oui, alors c'est vrai que moi, en tant que scientifique hydroclimatologue, je ne travaille pas moi-même sur les solutions. Mais j'aime bien dans ces présentations mettre quelques pistes d'accroche pour alimenter justement les discussions, des fois les débats très contradictoires, parce que vraiment, il y a des choix de société derrière et c'est important que collectivement, les gens arrivent à un consensus sur qu'est-ce qu'on veut faire. Voilà, c'est juste... Bonjour, Jean-Antoine Demédard, donc j'ai une expertise dans le domaine de la gestion des risques. Bravo pour votre présentation. Qu'en est-il de l'augmentation de la température de la mer qui aujourd'hui nous met un peu à l'abri parce qu'on a des entrées marines qui sont assez riches en eau? Est-ce que ça a un impact sur le climat? Oui, la température de la Méditerranée augmente de manière assez régulière depuis qu'on a des mesures, depuis assez longtemps. Et en fait, il faut comprendre que cette température agit comme un stock d'eau pour l'atmosphère. Et ce qu'on observe très clairement, ces épisodes méditerranéens, en fait, dès qu'il pleut, même ici, quand il y a une advection d'air méditerranéen, si la température est plus élevée au niveau de la mer, on a plus d'évaporation, on a plus d'eau dans l'atmosphère. Et quand il pleut, en théorie, il peut pleuvoir plus, en fait. C'est ça le mécanisme à la base de ça. Après, il faut faire attention parce qu'il y a la composante, on va dire, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais thermodynamique qui est liée à la température. Il fait chaud, il y a plus d'eau dans l'air, très bien. Mais encore faut-il qu'il y ait les bons courants atmosphériques, les bonnes directions de vent, etc. Ce qu'on observe, par exemple, sur le pourtour méditerranéen vers les Cévennes, c'est qu'on a effectivement la mer plus chaude, donc plus d'eau dans l'atmosphère, mais on n'a pas forcément plus de type de temps, donc de type de vent de sud-est, on appelle ça le marin chez nous. C'est pas forcément plus fréquent. Donc voilà, il y a les deux aspects à différencier. Bonjour, Xavier Siloni, je suis ingénieur de recherche au CNRS. Je m'occupe de la production de données sur le projet Saphir qui sera présenté aujourd'hui. Moi, j'avais une question qui est récurrente de la part des élus que je démarche en général pour savoir si oui ou non on a le droit d'installer une station météo ou un équipement spécifique pour diagnostiquer la plupart des problématiques et dont le risque d'inondation. Est-ce que, au niveau des travaux que vous avez produits jusqu'alors, il y a une déclinaison, l'interprétation de ces résultats en termes de vulnérabilité sur des ouvrages municipaux, tout ce qui est évacuation des eaux fluviales, gestion des eaux inondables? Est-ce que vous avez un début, je vais lâcher le mot, de faillite pressentie du dire d'experts par rapport à ce que le changement climatique promeut comme événement de précipitation intense? C'est intéressant comme question parce qu'au niveau local, donc on a les PPRI notamment, tous ces éléments d'ordre légaux qui sont faits notamment par des bureaux d'études beaucoup. Donc ce qu'on observe souvent, c'est qu'on prend une méthodologie qu'on applique dans différents contextes. Et c'est vrai, alors moi je ne suis pas expert de ça par contre, je ne suis pas ingénieur en hydraulique notamment, mais c'est vrai que normalement il faudrait adapter dans certains contextes les méthodes pour qu'elles reproduisent vraiment la dynamique locale. Et on ne peut pas appliquer comme un moule, la même méthode partout dans tous les bassins, etc. Donc oui, et c'est là un peu des enjeux du Port Export 2. Nous, on va fournir les données d'entrée, mais à vous, enfin aux différents acteurs, de les décliner localement pour qu'elles soient vraiment adaptées aux enjeux locaux. Voilà. Ça, et effectivement, c'est crucial puisque on ne peut pas faire d'études de vulnérabilité globale sur toute la France, toute la Corse, en disant voilà ce qui marche, pas. Il y a vraiment une composante locale, une spécificité à prendre en compte là-dessus. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Roberta Baggio, je suis un postdoc à l'Université de Corse. J'ai travaillé soit sur Saphir, soit sur l'interaction feu-atmosphère. Et merci encore pour votre présentation, très, très intéressant. J'ai juste une question à propos de la prévision des crues en Corse, parce que peut-être vous l'avez dit, mais je n'ai pas compris si dans le modèle, il y avait des crues de ruissellement ou juste des pluies de type fluvial. Parce que les mécanismes de ruissellement, ça me semble très important dans le territoire de la Corse. Et donc, Oui, alors ce que j'ai montré comme résultat d'Explore 2, c'est uniquement sur les crues fluviales. C'est les hauteurs d'eau dans les cours d'eau qu'on essaie de reproduire. Alors, les modèles prennent indirectement en compte le ruissellement, mais comme je l'ai expliqué, aux échelles à lesquelles on travaille, pas tant journalier
et des pixels de modèle de 12 km, donc 12, ça fait 144 km². On n'est pas sur les mécanismes de crue rapide dans des zones de montagne, comme autour de nous, on peut voir les hauteurs autour de Corté. Donc voilà, c'est un résultat qui a le mérite d'être là, mais qu'il faut prendre avec des pincettes. Bonjour, oui, merci pour votre présentation. Je suis Jean-François Musy, je suis directeur de recherche au CNRS, je travaille au laboratoire. J'avais une question, vous avez évoqué plein de modèles, notamment quand vous montrez des statistiques, vous faites des moyennes sur les modèles. Moi, je voulais savoir globalement qu'est-ce qui distingue ces modèles et est-ce qu'au sein de ces modèles, il y a des régions pour lesquelles on peut avoir plus de confiance que d'autres. Et voilà, vous venez d'évoquer le cas de la Corse. On sait que la Corse, c'est un territoire qui est assez complexe d'un point de vue météorologique et orographique. Et donc, est-ce que le degré de confiance qu'on peut avoir sur les résultats à venir en Corse, il ne peut pas être quelque part plus questionné que dans d'autres régions du monde? Merci. Alors effectivement, il y a beaucoup de modèles, du modèle dans ce type de travail. Alors je ne vais pas parler des modèles de climat ici, je pense que c'est un autre registre, mais il faut comprendre qu'il y a aussi derrière des modèles de climat qui vont produire des scénarios. En termes de modèles hydrologiques, on utilisait 8 sur la France. Et parmi les rapports, il y a un modèle de benchmarking de ces modèles, alors qui n'a pas plu à certains développeurs de modèles, qui n'aimaient pas trop qu'on montre les défaillances de certains modèles. Mais oui, il y a des modèles de surface très compliqués, le modèle Surfex de Météo France, par exemple, qui est un modèle vraiment de schéma de bilan hydrique et énergétique, le Orchidée, le pendant parisien en fait, de l'IPSL. Et on va dire des modèles d'ingénierie hydraulique plus classiques qu'on connaît nous et qu'on calibre aux conditions locales. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre les données de Corse pour calibrer le modèle, ce qui ne sera pas le cas d'autres modèles qui vont être appliqués un peu partout sur le territoire de manière homogène. Et ce qu'on a observé dans certaines régions, c'est vraiment des divergences dans certains modèles. J'ai montré uniquement le cas du Nord-Pas-de-Calais, où on a vraiment des scénarios qui partent dans tous les sens. Et ça, c'est effectivement relié au fait que certains modèles ne sont pas capables du tout de reproduire les interfaces surface-souterrain, par exemple, les interactions avec les nappes, ou d'autres modèles qui ne vont pas du tout être à l'aise avec les crues rapides, donc même s'ils n'ont pas de temps journalier, mais capables de reproduire des hydrogrammes un peu pointus, comme on a ici et partout en Méditerranée. Donc oui, il y a une vraie différence entre les modèles, et on a produit un benchmark, alors je pense assez honnête, et qui pointe justement certains modèles dans certaines régions ne sont pas forcément à utiliser.